Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! La semaine dernière, nous évoquions Salina de Laurent Godet et nous allons poursuivre notre conversation autour de cet ouvrage publié en 2018. Nous allons aborder un thème qui traverse tout le récit, c'est le thème de la vengeance. Alors, Nicolas, j'ai identifié 3 vengeances dans le roman. Donc, le premier moment, c'est là où Salina se trouve sur le champ de bataille, faisant face à Saro, son époux, l'époux qu'on lui a imposé et qui, la nuit de noces, l'a violé. C'est le moment où elle le harangue, c'est au chapitre 6. Il est blessé. Il est en train de mourir et elle lui dit « Il me suffit de ne rien faire pour que tu meures. Regarde, Saro, je te laisse à ce que tu as toujours préféré, la guerre, le sang et les coups. » Alors cette non-assistance à personne en danger, qui est un terme résolument moderne, c'est une violence extrême. Oui, c'est une vengeance tout à fait terrible, et en même temps une assez belle vengeance, parce que Saro, il l'avait quand même un peu mérité. Et encore, j'ajouterais que on a de la chance dans le roman, cette vengeance, elle est atténuée par rapport à la pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre, elle refuse d'aider, vraiment, non-assistance à personne en danger, elle refuse d'aider Saro, qui est mourant, mais qui, on a l'impression qu'il pourrait s'en sortir si justement elle lui venait en aide. Et elle le refuse. Donc elle est vraiment la cause de sa mort. Alors que dans le roman, comme tu l'as lu, il est déjà très mal en point, il est agonisant, quand bien même elle ferait quelque chose, il ne s'en sortirait pas. Donc le roman atténue un petit peu sa culpabilité, mais garde tout ce qu'il y a de symbolique dans cette vengeance, où cette fois c'est l'homme qui est à terre et la femme qui est debout, celle qui justement refuse même de se pencher vers son mari agonisant. Donc toute la force d'une image, d'un symbole, d'une révolte, d'une rébellion féminine, qui en a fini avec cet homme qui l'avait fait sienne de force, qui l'avait réduit à une espèce de possession, qui niait son humanité. Alors la deuxième vengeance, c'est l'assassinat du père de Saro, Sissoko, qui est décapité par Kurakumba, qui le dépece et lui arrache sa colonne vertébrale. Puis les vertèbres sont ensuite dispersées aux 4 coins du territoire et la dernière vertèbre sera portée en amulette par Kurakumba autour du cou. Donc moi j'ai immédiatement pensé aux croyances funéraires de l'Égypte ancienne, au mythe d'Osiris. On retrouve cela dans le mythe d'Osiris, dans son démembrement par son frère Seth en 14 parties. Et le démembrement, c'est une forme de vengeance très, très profonde, puisqu'elle empêche en premier lieu la résurrection, et on suppose, on entrevoit derrière cette vengeance le vœu d'effacer toute une lignée. Tout à fait, hein, c'est une damnation symbolique. Cette vengeance, on en souligne ici la cruauté, avec ce dépeçage de celui qui fut un être humain, sa réduction à quelques os éparpillés dans un désert, c'est donc effectivement terrible. Ça rappelle, donc tu le disais, Osiris. On pourrait penser du côté grec aussi à Dionysos, dont une version du mythe dit qu'il aurait été lui-même démembré puis recomposé, et qui se vengeait de ses opposants par ce démembrement, hein, si on pense au mythe du roi Panthée, qui, le pauvre, va finir en plusieurs morceaux, démembrés par les bacchantes, parmi lesquels figure d'ailleurs sa mère. Donc on est ici encore dans des vengeances qui rappellent des souvenirs terribles de mythes dans ce domaine. Et
cette vengeance qu'elle exerce donc cette fois contre Sissoko, elle va aussi lui permettre de se venger d'une première fois de Kayajimba, donc celle qui va devenir sa veuve, et qui va se retrouver condamnée à errer dans le désert à la recherche de ces vertèbres disséminées un peu partout, tout en sachant que la dernière vertèbre est entre les mains de son deuxième fils, son fils guerrier. Autrement dit, la dernière vertèbre est imprenable. Oui, et la troisième vengeance, justement, c'est par rapport au personnage de Kaya Jimba, c'est le moment où elle vient implorer Salina en lui demandant de lui rendre cette dernière vertèbre, ce à quoi Salina se refuse. Elle lui dit « Vous, donc vous les Jimba, vous serez boiteux à jamais, je ne cède rien, Kaya est la dernière vertèbre, toujours manquera puisque Kano n'est pas à moi. » Et c'est le moment où moi je me dis, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que Salina fasse preuve d'indulgence après ce cycle des vengeances? Et je me demande comment enseigner, comment parler à des jeunes, à des étudiants, à des élèves de ce thème de la vengeance, parce que voilà, la vengeance, c'est un tabou dans nos sociétés. Alors, est-ce que c'est un tabou en littérature, Nicolas? Alors, la question est faussement innocente, tu sais bien que oui. Le nombre d'histoires ou de récits, de mythes qui traitent de la vengeance sont légion dans, je pense, toutes les littératures. Si on en reste au domaine mythique, qui nourrit notamment toutes les tragédies, eh bien, dans les tragédies, nous n'avons quasiment que des histoires de vengeance, ou en tout cas, c'est un moteur principal. Pensons évidemment à la vengeance des Atrides, pensons à la vengeance de Vénus qui s'exerce contre Phèdre, pensons à toutes ces tragédies de la vengeance qu'on trouvait à l'époque élisabéthaine. C'est un thème, évidemment, maintes fois traité. Ici, Laurent Godet nous en offre sa variation, une variation assez savoureuse, cruelle, et qui pose la question que toute œuvre qui aborde ce thème doit poser à un moment. Comment est-ce qu'on dépasse la vengeance? Comment est-ce qu'on brise le cycle de cette vengeance? Et c'est là aussi qu'il va nous apporter sa perspective originale, sa réponse. Oui, alors briser le cycle de ces vengeances, c'est, comme tu le disais la semaine dernière, c'est vraiment un moment lumineux dans ce roman aux couleurs sombres. C'est le moment du pardon qui est généré par le don d'Alika. Donc Alika, c'est l'épouse de Kano, celui qu'aimait Salina. Et cette jeune femme, elle a un bébé. Et au moment où Salina est bannie pour la seconde fois du village où elle a vécu, Alika la suit et lui fait don d'un enfant, d'un nouveau-né. Et donc Salima, elle-même enfant abandonné, recevra un enfant, on lui fera don d'un enfant, c'est le troisième fils, qui ne sera certes pas le fruit de sa chair, mais qu'elle élèvera. Et c'est cet enfant qui lui apportera le salut et qui permettra qu'elle entre dans le cimetière. Et alors le cimetière, Nicolas, moi je trouve que c'est un véritable personnage dans ce récit. Alors tout à fait, hein. Il y a un dépassement de cet univers de la vengeance, comme tu l'as dit, avec ce don d'Alika, qui rend tout possible, d'une certaine façon, en tout cas qui permet une suite, car au moment du deuxième exil, comme tu l'évoquais, on a l'impression que Salina, c'est la fin. Elle est prête à mourir, elle repart dans le désert, elle n'a plus aucune force. Soudain, Alika lui fait effectivement le don, ce don improbable de son enfant, et c'est une renaissance pour Salina, une renaissance qui va lui permettre d'élever enfin un troisième enfant. Il faut dire que les deux premiers, le premier c'était l'enfant du viol, Moumouillé, le deuxième c'était cet enfant sorti de son cri de haine et de vengeance, ce combattant terrible, et là, enfin, un enfant qui sera finalement un enfant de l'amour maternel, pourrait-on dire, un enfant du rachat,
également, Alika faisant preuve d'une sagesse dont les hommes ont été incapables, ayant conscience qu'il faut se réconcilier pour briser ce fameux cycle de la vengeance. Oui. Alors, Laurent Godet convoque des images très fortes et le récit baigne dans un ensemble d'images qui sont à la fois archaïques, barbares, puissantes, intemporelles. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on est dans l'épopée? Est-ce qu'on est dans la tragédie? Alors, on est dans un roman, et le roman, on le sait, c'est un genre protéiforme qui sait s'adapter, qui est malléable, souple, qui va piocher un petit peu dans tous les genres littéraires. Et donc, Laurent Godet s'en réclame, hein. La tragédie, l'épopée, ce sont les univers qui l'inspirent. Alors, justement, tu parlais du cimetière, je reviens un petit peu dessus, parce que quelque part, c'est le lien que je vois avec le genre de l'épopée dans ce roman. Ce cimetière, faut rappeler que donc, l'histoire de Salina, elle est racontée par son troisième fils. C'est lui qui... en fait, on commence par la fin, on commence par la mort de Salina, par une sortie de la tragédie. Hein. On parlait la dernière fois du motif du cri. Eh bien, justement, à l'autre bout de sa vie, comme le dit le texte, il y a un autre cri, un cri qui lui annonce le retour de son troisième fils, mais qui est plein de crainte, car ce cri, c'est les cris qu'une procession pousse lorsque on apprend que quelqu'un est mort. Alors évidemment, elle pense tout de suite que les dieux lui en veulent encore, que c'est son fils qui est décédé, qu'elle ne le reverra plus. Et en fait, non. Cette fois, la tragédie, c'est pour quelqu'un d'autre, comme si, ça y est, les dieux la laissaient de côté, la laissaient tranquille. Et elle va partir avec son fils de l'autre côté du mont Adma, dans un lieu qui finalement incarne la civilisation, le progrès. Elle va mourir en chemin, et c'est vers le cimetière de la ville qui se trouve de l'autre côté que va l'emmener son fils. Il y a une condition. Ce cimetière, il est un peu surnaturel. Il y a encore un mythe, le mythe du passeur, hein, un peu charron sur sa barque. Donc il faut qu'il embarque sur cet esquif avec le corps de sa mère et avec ce passeur qui lui impose une condition. Il faut qu'il raconte l'histoire de Salina. Et à ce moment-là, il devient d'une certaine façon un griot ou un aède qui va chanter l'épopée, la geste de sa mère, s'assurer que sa disparition, que sa mort, ne la fasse pas sombrer dans l'oubli, ce qui est finalement de plein pied dans la tradition de l'épopée, si on se souvient d'Achille, qui est parti à la guerre en sachant qu'il mourrait, mais on lui a dit « tu mourras jeune, mais tu auras la gloire éternelle ». Eh bien, c'est la parole de l'Aède, la parole épique, qui fait l'immortalité des héros dont elle s'empare, et c'est ce qui va arriver du coup à Salina, comme une sorte de revanche sur la tragédie qui a été sa vie. Alors, nous parlions des questions de forme. Est-ce que, on en avait parlé la semaine dernière, Laurent Godet avait été inspiré par la photo d'un guerrier Takuba, donc d'un Touareg, pour écrire la pièce, puis ensuite le récit. Est-ce que, en dépit de toute volonté d'universaliser ce récit, on ne pourrait pas y voir quand même un récit africain, subsaharien? Ou est-ce que toi, tu penses qu'il y a vraiment cette portée universelle? Alors, il y a évidemment des références à l'Afrique, hein, ça c'est indéniable. Les noms, le mode de vie, le désert, tout de suite, ça convoque des images africaines. Bon, cependant, d'autres pratiques qui sont décrites peuvent faire penser à d'autres lieux. Le passeur, par exemple, est un peu décrit comme un intouchable. Donc là, on est plutôt dans des traditions, on dirait, indiennes. Donc, ce serait oublier que ce roman, c'est un peu un tissage par Laurent Godet d'une multitude de traditions, de mythes différents. Il aime bien piocher un petit peu partout et recomposer un univers imaginaire qui, finalement, est le sien. Oui. Alors, nous n'arrivons pas à nous détacher de Laurent Godet
de cet univers de Laurent Godet. Et ce souffle épique qu'on retrouve dans Salina, eh bien, nous l'avons vu également dans Eldorado. Eldorado, c'est le roman auquel nous allons nous consacrer lors du prochain épisode de ce podcast littéraire. Merci Nicolas. Merci Colette. Merci de votre attention.